À la une ce soir, des travaux sur l'utilisation de la technologie pour promouvoir la bonne gouvernance, une initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Au sommaire également, la finale de la première édition du concours Ma thèse en 180 secondes, compétition organisée par l'Agence universitaire de la francophonie. En fin octobre 2016, l'offensive de Mossoul est lancée dans le nord de l'Irak. Dans ce journal, les temps forts de cette bataille. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue sur RTI 2. Je vous le disais, dans les titres, plusieurs jeunes de Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine, notamment du Mali et du Burkina Faso, ont reçu récemment une formation autour du thème « La technologie au service de la bonne gouvernance ». C'est une initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Alors que faut-il retenir de cette rencontre? Moussa Konaté. Les technologies de l'information et de la communication et les réseaux sociaux, ces nouveaux moyens de communication offrent aujourd'hui au public de nouveaux cadres d'expression. On les utilise pour dénoncer des faits, exprimer des mécontentements, décrier certaines gestions des affaires politiques, économiques et socioculturelles. Aujourd'hui, on voit même que même la plus grande puissance du monde, qui est les États-Unis, le président là-bas, il s'exprime beaucoup à travers un média social qui est Twitter. Et donc, c'est dire que nos dirigeants aujourd'hui ne font plus fi des médias sociaux. Et déjà que les dirigeants s'intéressent aux médias sociaux, c'est déjà un plus. Souvent, on a besoin de leur parler, on n'a pas accès à eux. Mais quand on se retrouve tous sur la même plateforme, on peut poser nos revendications là-bas et ils peuvent voir de façon directe. Et souvent, on a vu que ça a permis de changer certaines choses dans nos pays. La technologie est un outil clé pour promouvoir la transparence et consolider la démocratie. Cette opinion est expliquée à ces jeunes, des activistes des réseaux sociaux venus du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Ils renforcent leurs connaissances sur la contribution de la technologie à l'amélioration de la bonne gouvernance. Ils vont apprendre à utiliser donc les vidéos interactives, ils vont apprendre à utiliser les SMS, l'envoi de SMS de masse, ils vont apprendre à utiliser les logiciels, les outils de cartographie. La jeunesse doit donc s'appuyer sur les médias sociaux et les TIC pour participer à la bonne marche de la société. L'action bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Notre objectif est de non seulement favoriser l'innovation et d'accroître l'engagement du public dans les problèmes de gouvernance, c'est aussi de créer un cadre de jeunes leaders capables d'utiliser ces compétences techniques pour promouvoir la transparence et la responsabilité. Et c'est pourquoi vous avez été choisis. La transparence et la bonne gouvernance sont des éléments essentiels du leadership économique et politique. Elles sont à l'origine de la stabilité d'un pays. Toujours en Côte d'Ivoire, comment promouvoir le leadership féminin? Une compétition intellectuelle a été organisée hier sur le thème du business. Il s'agissait d'emmener les lycéennes et étudiantes à réfléchir sur des solutions durables pour résoudre des problèmes socio-économiques. Apprendre aux jeunes filles à s'exprimer devant un public pour défendre un projet. Mettre en place une stratégie de positionnement d'un business. C'est le but de cette compétition dénommée Emerging Women's Leaders Competition. L'événement est à sa première édition, initiée par Global Cheering Programme, une ONG qui œuvre pour les jeunes et les femmes. Il est temps pour les femmes de vraiment émerger par leur capacité soit professionnelle, leadership ou même entrepreneuriale. Il s'agit donc pour ces lycéennes et étudiantes âgées de 16 à 24 ans de démontrer leurs aptitudes de la démarche entrepreneuriale. Cette activité vise aussi à susciter l'esprit de leadership féminin. Ma participation à ce concours m'a permis de développer mes compétences en termes de leadership et de m'imprégner de la vie en entreprise. Pour être un leader, surtout au féminin, il faut beaucoup s'affirmer. Il ne faudrait pas rester caché parce que ça va mener à rien. Il faut plutôt se révéler au monde. Oser, c'est ça. Oser pour pouvoir être ce qu'on veut être demain. Les lauréates de la première édition de cette compétition bénéficieront d'opportunités de stage en entreprise ou d'emploi grâce au soutien de l'organisation Global Cheering Programme.
Au sommaire également, la toute première édition du concours Ma thèse en 180 secondes, une initiative de l'agence universitaire de la francophonie. Il s'agit pour des doctorants d'expliquer en des termes simples et en 3 minutes leur thèse. Et c'est Manzan Ama Laetitia de l'université Nangui-Abrogwa qui a remporté le grand prix du jury. À noter que cette édition 2017 a été parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le point avec Herman Niamia. Bonjour à tous. Laetitia Manizan, vainqueur de la première édition du concours Ma thèse en 180 secondes. La candidate de l'université Nangui-Abrogwa qui a présenté sa thèse sur le thème « La détermination des points et facteurs critiques de contamination par les aflatoxines le long de la filière arachide dans la région de Korogo » a su séduire le public et le jury en démontrant que l'amélioration des conditions de séchage et de stockage peut aider à réduire la contamination de l'arachide par ces toxines et préserver la santé de plusieurs millions de consommateurs. Initié par l'agence universitaire de la francophonie, le concours Ma thèse en 180 secondes vise à permettre aux doctorants de faire comprendre des années de recherche en 3 minutes à un auditoire profane et diversifié. Il a aussi pour but de développer chez les doctorants leurs compétences en communication. Le public n'a pas le temps. Il n'est pas là pour ces 30 minutes lors de sa soutenance de thèse où il a 3 ans pour préparer ce doctorat minimum. Donc, il a 3 minutes chrono pour être concis, précis, clair et se faire comprendre. 13 candidats issus des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire étaient en lice. Laetitia Manizan a été doublement primée à ce concours. Elle a remporté le grand prix du jury de 1 million de francs CFA et le prix du public de 300 000 francs CFA offert par la première dame, marraine de cette première édition. Les autres lauréats sont Ashi Harrison de l'INPHB qui a remporté le deuxième prix de 400 000 francs CFA et le troisième prix de 300 000 francs CFA décerné à Kwasi Meanzou de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est donc Laetitia Manizan qui représentera la Côte d'Ivoire à la finale internationale le 28 septembre prochain à Liège, en Belgique. Quelles sont les caractéristiques de la culture orientale? Ils ont été dévoilés récemment dans la commune de Cocody lors de la toute première édition de la soirée orientale Fashion Night. Les temps forts de cette cérémonie avec Herman Niamia. Soirée glamour dans un hôtel de la place à Abidjan pour présenter la culture orientale, le temps d'un défilé de mode. L'événement, c'est Oriental Fashion Night qui est à sa première édition. Une soirée de gala qui a pour but de faire connaître la culture orientale en Afrique noire. Oriental Fashion Night m'a été inspiré du fait que je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, et en particulièrement en Afrique, les Orientaux sont plus nombreux. Ils sont des Libanais, des Marocains, des Tunisiens. En fait, tout ce monde-là est en Côte d'Ivoire et ils investissent. C'est un peuple qui est mis à part. Donc on veut, à travers Oriental Fashion Night, amener nos créateurs à pouvoir avoir le marché oriental. C'est-à-dire habiller la clientèle orientale qui est très nantie. Rencontre entre deux cultures, la culture orientale et la culture africaine. Les stylistes et modélistes conviés à la cérémonie ont fait montre de leur talent. Rendons-nous maintenant en Birmanie, pays d'Asie du Sud-Est, pour découvrir le mode de vie rudimentaire des populations gitanes. Elles continuent à pêcher en apnée, lance à la main, comme leurs ancêtres. Regardez. Un mode de pêche ancestral. Depuis des siècles, le peuple Moken vit entre les îles d'un archipel du sud de la Birmanie. Mais le mode de vie de cette tribu de nomades de la mer se heurte aujourd'hui à la pêche intensive. Les fonds marins qui les nourrissent depuis des générations sont dévastés par les filets des chalutiers et l'utilisation de la dynamite, pourtant illégale. Quand on était jeune, un homme pouvait facilement faire vivre toute une famille. Maintenant, tout le monde doit travailler pour survivre et parfois ça ne suffit même pas. Autrefois nomades, la plupart des Moken ont été forcés à se sédentariser par l'ancienne junte militaire au pouvoir pendant des décennies en Birmanie. Beaucoup se sont alors mis à travailler pour les entreprises qui pratiquent cette pêche intensive. Quand on était jeune,
On avait l'habitude de pêcher pendant un mois, et puis on arrêtait pendant 2 ou 3 mois pour laisser les ressources se reconstituer. Les Moken sont souvent employés pour aller poser la dynamite au fond des mers. Un travail dangereux effectué par les hommes et qui en a tué ou blessé beaucoup. La drogue aussi fait des ravages. 40% des hommes Moken habitant sur les îles en consommeraient régulièrement. Aujourd'hui, il n'y a plus autant d'hommes Moken que de femmes. Il y a quelques années, les affaires étaient bonnes pour les Moken. Et puis, il y a eu beaucoup de drogue, alors beaucoup sont devenus accros et en sont morts. Personne n'a construit un caban, le bateau traditionnel qui leur servait de logement, depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nul ne sait si ces nomades des mers retrouveront un jour leur mode de vie. Mossoul, dans le nord de l'Irak, désormais reprise des mains de l'État islamique. L'offensive dans cet ancien bastion des combattants islamiques a été lancée en octobre 2016. Mais les combats se poursuivent car il reste quelques poches de djihadistes. Mais quelles sont les dates clés de la bataille de Mossoul? Thomas Guessambi. Il aurait fallu près de 9 mois aux forces de sécurité irakiennes pour reprendre la deuxième ville du pays. Lancée le 17 octobre 2016, l'attaque de l'Ouest via le Kurdistan irakien à l'annonce de la victoire le 9 juillet, la bataille de Mossoul aura duré au moins 275 jours. Le 9 avril 2013. Création de l'EI. Le 9 avril 2013, le chef d'Al-Qaïda en Irak, Abu Bakr al-Baghdadi, annonce une fusion de son groupe, l'État islamique en Irak, avec le front Al-Nosra qui combat le régime en Syrie, forme l'État islamique en Irak et au Levant. Mais Al-Nosra décline le parrainage de Baghdadi et prête allégeance au chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Le 14 janvier 2014, capture de Raqqa et Mossoul. Le 14 janvier 2014, l'EI conquiert la ville syrienne de Raqqa, située au nord. Raqqa, premier chef-lieu de province, devient le principal fief de l'État islamique. Plus tard, le 10 juillet 2014, Mossoul, la deuxième ville du nord de l'Irak, tombe aux mains de l'EI. Des dizaines de milliers de membres des minorités chrétiennes et yazidis sont chassés des territoires aux confins du Kurdistan irakien autonome. Le 29 juillet 2014, l'EI proclame un califat sur les territoires conquis en Irak et en Syrie. Ce dernier, il est par Baghdadi qui change le nom du groupe État islamique EI. Le 5 juillet, il apparaît pour la première fois dans une vidéo depuis la mosquée Al-Nouri à Mossoul. Il appelle tous les musulmans à lui obéir. Le 8 août 2014, une coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis lance des frappes contre les djihadistes en Syrie puis en Irak. 2015-2016, défaite en Irak et recul en Syrie. Le 26 janvier 2015, après plus de 4 mois de combats menés par les forces kurdes soutenues par la coalition, l'EI est chassé de Kobané. Le 2 mars, la ville antique de Palmyre est reprise par le régime syrien soutenu par l'allié russe. Le 31 mars 2015, les forces irakiennes reprennent Tikrit. Le 9 février 2016, l'EI est chassé de la ville de Ramadi. Le 26 juillet, Fallujah, première ville irakienne tombée aux mains de l'EI en janvier 2014, est reconquise par l'armée le 6 août 2016. Les forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde soutenue par Washington, chassent l'EI à Minbej. Des rebelles appuyés par l'aviation et les chars de l'armée turque reprennent Jarablo le 24 août. Le 24 février 2017, l'armée turque annonce la prise d'Al-Bab. 17 octobre 2016, début de la reconquête de Mossoul. Le 17 octobre 2016, les forces irakiennes lancent une vaste opération pour reconquérir la deuxième ville d'Irak. Près de 30 000 membres des forces de sécurité impliqués avec le soutien de la coalition internationale. En 2 semaines, des dizaines de localités environnantes sont reprises, dont la ville chrétienne de Raqqa-Kosh. Le chef de l'EI, Abu Bakr al-Baghdadi, appelle ses troupes à lutter jusqu'au martyre. Les 8 et 13 novembre, les Peshmerga, combattants kurdes irakiens, reprennent respectivement Bashika au nord-est, site antique du Nimrod, le 8 janvier 2017. Les paramilitaires du Hashd al-Shabi, dominés par les forces d'élite du CTS, atteignent pour la première fois le tir depuis l'Est. Le 24 janvier, les forces irakiennes annoncent avoir totalement libéré la partie est de Mossoul. Le 6 juillet 2017,
Les forces de défense et de sécurité lancent l'offensive pour reprendre Raqqa. Enfin, J-5 jours avant les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, la Côte d'Ivoire s'apprête activement à accueillir le monde francophone. Voilà, je vous souhaite une bonne reprise du travail demain lundi. Merci de nous avoir suivis.